Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Hakim Hadjaïssa, qui est maître de conférence en droit privé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et qui a publié une thèse en 2022 chez Bruylant qui s'appelle Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales, analyse critique du contentieux et qui aujourd'hui va nous parler de méthodes empiriques comme vecteurs de transformation du droit économique à l'aune d'une recherche pluridisciplinaire sur un dispositif expérimental qu'il est en train de monter de sécurité alimentaire pour les étudiants et les étudiantes de l'Université de Versailles, un peu comme une caisse commune. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'ensemble des webinaires, vous pouvez les retrouver donc sur notre page de l'Université de Grenoble. Et par ailleurs, toutes ces contributions, dont la contribution d'Hakim aujourd'hui, fera l'objet d'un article publié à la RDP l'année prochaine, en 2027. Nous sommes très heureux et heureuses de ces contributions, donc vous pourrez toutes les relire l'année prochaine. Merci beaucoup, Hakim. Tu as la parole. Tous mes remerciements à Ariane, Bénédicte et Armand pour cette invitation. C'est très important, surtout quand on parle de tournant, qu'on est dans des méthodes, qu'on fait la promotion donc d'une certaine façon de faire de la recherche, de créer des collectifs. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, j'ai envie de dire, comme dans le rap, merci pour les travaux. Parce que là, vraiment, vous êtes en train de faire quelque chose qui prend de l'ampleur et je suis très heureux que vous m'ayez convié donc à y participer. Donc, sur les méthodes de recherche empirique comme vecteur de transformation du droit économique, donc on voit bien déjà une finalité un peu axiologique ici un- sur la manière dont j'entrevois aussi la recherche empirique, avec un focus ici sur les méthodes de recherche participative dont nous, les juristes, on n'est pas forcément très familiers, mais sur la base d'un travail que je suis en train de mener en pluridisciplinarité avec une collègue de l'INRAE, et donc qui tient aussi, qui est un dispositif qui est né d'un circuit, enfin d'un projet toujours en cours sur les circuits courts de distribution dans les Yvelines et l'Essonne. Alors, quelques avertissements quand même avant de commencer. La première, c'est que, bon, voilà, on est en recherche participative, donc il y a un certain nombre d'acteurs hein, dans cette recherche, et les opinions qui sont émises, eh bien, ne me concernent que moi, hein, sous une perspective juridique hein, de production du savoir, et donc indépendamment des autres opinions qui peuvent être eh bien, celles des autres chercheurs participants au projet, notamment ma collègue et les autres chercheurs dits non professionnels. Deuxième avertissement, c'est que la méthodologie qui va être présentée, eh bien, elle est évolutive, j'ai envie de dire un peu comme toute méthode empirique, en fonction des nouveaux paramètres qui pourraient se présenter à nous au fur et à mesure du projet. C'est des choses qui arrivent et donc on est obligé de les prendre en compte et ensuite peut-être de s'adapter. Et c'est tout l'intérêt, je trouve, et c'est ce qui est passionnant dans la recherche participative. Et troisième avertissement, c'est que je vais utiliser certaines terminologies euh, qu'on emploie, mais par exemple traduction, négociation, etc., mais dans un sens que leur octroie la sociologie des sciences, et plus particulièrement la théorie de l'acteur réseau. Alors, pour information, je vais rédiger une HDR hein, qui ramassera cette question également de la recherche participative, et donc je ferai preuve de plus de pédagogie dans la monographie que ce que je vais pouvoir faire ici, mais bien évidemment, je pourrai répondre à tout type de questions le cas échéant. Alors, le plan que j'ai suivi ici pour faire cette intervention, c'est d'abord, c'est vrai qu'en guise d'introduction, pour me situer un peu, je voulais aborder la question de comment est-ce qu'on en vient à la recherche empirique, mais je pense que je vais la laisser de côté pour tenir dans un format, on va dire, de 50 minutes, pour embrayer directement sur ce qu'est la recherche participative, puisqu'encore une fois, j'ai pas vraiment l'impression que nous, juristes, on est totalement familiers de ce type de recherche pour ensuite poser la question qui fâche. Alors, spoiler, vous comme moi, on pense effectivement que c'est de la recherche empirique, mais comment et pourquoi est-ce que c'est de la recherche empirique? Donc, c'est la deuxième question ici que j'aborderai, cette question un peu fâcheuse, mais qui mérite, à mon sens, d'être posée, pour enfin en venir à la recherche participative qui, à mon sens, est une façon de faire évoluer le droit économique et plus particulièrement les pratiques mises à l'œuvre en droit économique à travers donc ce dispositif expérimental en cours. Alors, bon, comme je vous ai dit, hein, je mets de côté cette partie. Comment est-ce que j'en suis venu donc à cette recherche participative pour aborder directement donc ce qu'est la recherche participative.
Alors, d'abord, c'est vrai que si on recherche une définition, il y a une absence, à mon sens, de définition unitaire. On en a quelques-unes que j'ai ramassées ici, qui me paraissaient intéressantes. Celle de l'INRAE, parce qu'en plus, je travaille avec une collègue de l'INRAE, donc c'est intéressant de la mettre en exergue. D'autres de collègues, alors non juristes, mais une aussi qui est intéressante, et je vous invite à aller lire, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, la Charte des sciences et recherches participatives en France de 2017, qui essaye donc de normaliser une certaine méthode avec des principes, notamment en termes éthiques et déontologiques, avec une définition qui est proposée, mais en substance, on peut dire que la recherche participative, c'est une science en action par rapport à la science déjà faite, pourrait-on dire, produite de manière horizontale, donc avec des chercheurs qu'on pourrait qualifier de non professionnels, à des fins diverses, hein, mais essentiellement, bien évidemment, pour répondre à un problème commun qui se pose à tous les participants. Et donc, ce qui est intéressant dans la recherche participative, c'est qu'on a une hybridation des savoirs. Le savoir scientifique, qu'on connaît, nous, en tant que scientifiques, tout simplement, chercheurs dits professionnels, mais également les savoirs expérientiels et pratiques, qui conduisent, en fait, cette hybridation à une transdisciplinarité sociale et, à mon sens, qui mène vers des modes de production démocratique du savoir, peut-être un empirisme du troisième type. En tout cas, voilà, c'est une réflexion qui me taraude l'esprit d'ailleurs actuellement. Et donc, cette recherche participative, elle a des caractères et elle peut poursuivre des objectifs. Des caractères, c'est d'abord qu'elle est co-construite. Hein, on parle bien de savoir scientifique, expérientiel, pratique, avec donc, des participants. On co-construit un savoir ensemble. Il y a une interdépendance. On a besoin, nous, de ce savoir expérientiel et pratique en tant que scientifique, et vice-versa. La société civile a besoin de notre savoir, de nos méthodes, de nos protocoles aussi, pour faire émerger ce savoir en question. Une réciprocité également, c'est l'un des caractères, je trouve, intéressants de cette recherche, c'est que vraiment on est sur un même pied d'égalité. Bon, pour avoir travaillé sur le déséquilibre significatif, il n'y a pas d'asymétrie. Du moins, si on fait de la recherche participative comme elle devrait être, quoi, si je puis dire. Et enfin, une hybridité du savoir qui peut parfois mettre mal à l'aise, mais c'est l'un des caractères de la recherche participative. Il y a des objectifs également qui peuvent être poursuivis à partir de cette recherche participative. Alors, très factuel, hein, ça peut être essayer d'évaluer l'effectivité du droit, alors même parfois de manière très expérimentale, l'applicabilité du droit, des choses très factuelles. Ce peut être également des objectifs théoriques, amorcer une réflexivité sur le droit, travailler sur les représentations du droit, notamment auprès de la société civile. Mais enfin, ça peut être également des objectifs politiques, à des fins d'émancipation, de justice sociale, d'autonomie. En termes économiques, on parlerait également de capacité, etc. Et donc, cette recherche participative, elle est aussi sensible en tant que telle, et en plus, elle peut porter sur des objets sensibles. Donc, il y a des précautions à prendre à l'égard des participants et des précautions à prendre dans la recherche. Une insécurité, d'abord en termes de précautions à l'égard des participants, c'est l'insécurité des tiers participants, des chercheurs dits non professionnels, une insécurité qui peut être physique, morale, économique. Supposons qu'on travaille par exemple avec un public victime de violences conjugales, c'est des choses qui peuvent, on pourrait être amené à réaliser, ou dans des publics très vulnérables. On peut penser au travail des migrants, on peut penser également aux situations de handicap. Donc, on a une insécurité qui peut être physique, morale et aussi économique. En droit économique, on a une asymétrie de manière structurelle, notamment dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Si on travaille avec des producteurs, cette insécurité économique qui est très prégnante, on le voit bien d'ailleurs quand on travaille avec les producteurs, doit être prise en compte. La précarité des chercheurs aussi, les doctorants, les post-doctorants, alors surtout quand on est scientifique, on doit être quand même être doté d'une certaine déontologie de ce point de vue-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les doctorants et les post-doctorants doivent être intégrés comme des chercheurs à part entière dans le projet, et non pas comme des petites mains ou des assistants qui vont travailler sur les données, etc., et qui n'apparaîtront pas
ni dans la recherche en tant que telle, ni même dans l'autorat, quand il s'agit de rédiger des articles. Donc la précarité des chercheurs, et notamment quand ils ne sont pas titulaires, et ça peut arriver pas seulement en réalité de la part de chercheurs scientifiques, mais ça peut arriver également de la part de la société civile, hein, quand on a des chercheurs non professionnels, enfin, excusez-moi, des chercheurs qui ne sont pas titulaires, on a pu parfois voir qu'il y avait une appropriation des données du travail sans forcément citer comme il se doit les chercheurs qui ont travaillé sur la question. Faire attention aussi à la domination d'un savoir, le savoir scientifique par exemple. C'est vrai que si on a une certaine posture épistémologique, on peut être un peu les victimes du mythe de la caverne, c'est-à-dire que nous, les chercheurs, on est sortis de la caverne, on revient dans la caverne avec la lumière du savoir pour essayer d'éduquer à travers la raison ces pauvres humains qui sont restés collés aux ombres. Donc, faire attention de la domination d'un savoir sur un autre, mais vice-versa. Notamment, nous, en droit, on connaît un peu la ritournelle d'un savoir pratique qui parfois peut se sentir un peu supérieur par rapport au travail académique, qui est celui de l'abstraction, de personnes qui sont un peu à côté de la plaque, ce genre de choses qu'on peut entendre parfois, notamment dans les cabinets d'avocats ou ce genre de choses. Donc, attention à la domination d'un savoir sur un autre. Attention aussi à l'instrumentalisation. Par exemple, on peut tous avoir des convictions personnelles, des objectifs à vouloir à rechercher, des résultats à vouloir analyser. Et donc, le chercheur scientifique peut tenter de biaiser un peu la recherche pour emmener les participants vers les conclusions que lui aimerait voir se développer. Donc, attention à cette instrumentalisation, mais attention aussi de l'autre côté, à travers notamment la société civile, qui peut avoir un agenda, parfois politique, en termes ça peut être du lobbying, ça peut être du plaidoyer, notamment, et donc il peut y avoir une instrumentalisation, cette fois-ci, de la part de la société civile à l'égard des scientifiques. Et enfin, aussi, anticiper l'inconfort et ou les biais d'exclusion. Pour prendre l'exemple du projet qui est le mien, il y a vraiment un travail qu'il faut faire sur les infrastructures, les supports, les ateliers, notamment pour prendre en compte l'accessibilité des lieux, c'est très important. On travaille, nous, à l'université, on sait bien que tous les lieux ne sont pas accessibles aux étudiants à mobilité réduite. Il faut vraiment faire attention à ce type de choses. Et c'est vraiment des heures de travail qui doivent précéder la recherche en tant que telle, la recherche scientifique en tant que telle. Les supports aussi, pour que les supports soient accessibles, les ateliers, notamment si on est dans des ateliers très performatifs, théâtre, forum, etc., qui demandent donc un engagement même corporel de la part des participants, on peut mettre mal à l'aise des personnes, voire les mettre très mal à l'aise. Donc, vraiment anticiper l'inconfort et les biais d'exclusion, à mon sens, c'est très, voire même très, très important en termes de recherche participative. Précaution dans la recherche aussi, des choses qu'on connaît classiquement, respect du RGPD, bien évidemment, c'est une captation de données personnelles, temporalité de la recherche, à anticiper, ça aussi. On peut, nous, scientifiques, avoir une temporalité qui est différente de la société civile, pour X ou Y raison. Par exemple, on peut être tenu par des rapports parce qu'on a obtenu des financements, et la société civile par notamment des rapports aussi en termes de plaidoyer, etc. Donc, faire attention à la temporalité. La gouvernance aussi, il y a quelque chose qui est vraiment qui serait le défaut le plus dirimant si on fait de la recherche participative, ce serait de faire de la recherche participative sans les personnes concernées. Et donc, les personnes concernées doivent pouvoir avoir leur mot à dire sur la manière dont va se dérouler ici cette recherche. Le partage des données aussi, c'est très important entre les chercheurs et les autres participants, en termes de propriété, de communication, de mobilisation des données. Peut-être que, comme il y a des intérêts multiples, on peut pouvoir ou vouloir utiliser les données de manière différente. L'autorat, ça rejoint aussi cette question de la précarité. Ça peut être intéressant d'y associer, bien évidemment, les doctorants, les post-doctorants, mais aussi, je trouve que ce serait une excellente idée d'y associer tout simplement celles et ceux qui ont participé à la recherche, et notamment les membres de la société civile. Donc, un autorat d'un autre genre, de ce point de vue-là, avec des articles, avec
coécrit avec des chercheurs scientifiques et des chercheurs non professionnels. Les conflits d'intérêts, très importants aussi en termes de financement, de cumul d'activités. Bon, voilà, c'est des choses également que j'imagine chacun a à l'esprit, mais qu'il est quand même utile de rappeler. Mais la recherche participative, elle demande aussi des aptitudes. C'est un peu l'application du prince de Machiavel, alors dans le bon sens du terme, hein, qu'on utilise ici pour la recherche, c'est qu'il faut vraiment avoir des aptitudes stratégiques. Quand je vous ai parlé des infrastructures, de tâter le terrain, c'est un peu comme Machiavel qui demande au prince d'aller vérifier voilà, le terrain sur lequel va se dérouler la bataille. C'est un peu, voilà, ça demande quand même des aptitudes assez stratégiques, voire parfois, je pense, politiques, et des aptitudes relationnelles. Aptitude stratégique, c'est qu'il faut, je pense, avoir la capacité à créer des alliances aux intérêts multiples, convaincre et motiver. C'est pas évident. C'est pour ça que la recherche participative, elle est également, elle peut être épuisante hein, de ce point de vue-là, hein, parce qu'on n'est pas seul avec son bureau, ses données à travailler derrière son ordinateur. On est physiquement sur le terrain. Il faut discuter, s'adapter, négocier, etc. Donc, capacité à créer des alliances aux intérêts multiples et surtout capacité à maintenir les alliances. Donc, en termes d'adaptabilité, de négociation. Et attention, de ce point de vue-là, les collectifs sont évolutifs, évolutifs en tant que tels, et du fait de la recherche. Puisque c'est un peu ce qui est normalement, ce que l'on recherche, hein, c'est parfois voilà, une transformation, par exemple, des pratiques en droit économique. Aptitude relationnelle, très important, faire preuve d'écoute active constante, c'est voilà, pour justement détecter les inconforts, les besoins participants, être capable d'animer le collectif. Alors, si on n'est pas capable soi-même, c'est là où c'est intéressant de travailler à plusieurs, et notamment si on a un financement, peut-être de trouver des animateurs professionnels. Il y en a qui font ça très bien, et prendre en compte, bien évidemment, les besoins des participants. Alors, une fois ceci dit, est-ce que la recherche participative est une méthode empirique? Alors, encore une fois, spoiler, oui, mais quand même, posons la question. Alors là, j'ai mis deux super collègues avec qui j'ai pu discuter. Alors, ils ne sont pas présents, mais s'ils regardent la vidéo, peut-être qu'ils se reconnaîtront. No offense, il n'y a pas de mal. Hein, mais en tout cas, voilà, de manière très informelle. Premier super collègue, voilà, on discute autour d'un verre et qui dit, grosso modo, hein, ce n'est pas la terminologie adéquate, mais grosso modo, les méthodes quantitatives permettent de pratiquer la vraie recherche empirique. Il me le dit avec beaucoup d'enthousiasme. Et une deuxième super collègue qui fait de la recherche participative, je pense, depuis 25 ans, je suis mal à l'aise quand je fais de la recherche participative. Tout se mélange. J'ai l'impression de ne pas vraiment faire de la recherche scientifique. Alors moi, je suis allé recompulser certains mots cités qui proviennent d'articles et d'ouvrages juridiques sur les méthodes de recherche en droit. Disclaimer, ça va faire partie de mes lectures d'été, hein, mais sur l'ouvrage coordonné par Ariane, Bénédicte et Armand. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y plonger dedans, mais j'ai l'impression que voilà, il y a des choses où j'ai l'impression voilà, qui va aller dans le sens peut-être de ce que je vais expliquer. Du moins, je l'espère, ou en tout cas, je l'anticipe. Alors, hormis cet ouvrage, dans les autres ouvrages donc compulsés, enfin recompulsés, voilà, j'essaie de relever les termes. Alors, je n'ai pas fait de lexicométrie, hein, peut-être que j'en ferai une pour la HDR. Voilà, les termes prédiction, causalité, pensée cachée, vérité, rationalité, objectivité, reproductibilité. Alors ensuite, on a des termes, science, les faits, la falsifiabilité, la neutralité axiologique, l'épistémologie. Et donc, en fait, en réunissant tous ces termes, j'ai essayé de rattacher ça à un fondement implicite, à mon sens, un fondement implicite d'une certaine vision de l'empirisme méthodologique qui, je pense, n'est pas partagée par toutes et tous. Mais en tout cas, une certaine vision de l'empirisme méthodologique qui serait l'épistémologie critique d'essence bachelardienne. Et si on reprend Bachelard, on voit que la science, elle est synonyme de certitude, elle est limitée aux faits indiscutables, il y a une séparation étanche avec la politique, on n'a pas d'avis à avoir sur les valeurs, la nature et la science sont confondues, c'est-à-dire qu'on invoque la science une fois les résultats obtenus pour dire que la nature est de notre côté, hein. Un peu comme à l'époque on invoquait Dieu pour dire que la vérité était de notre côté, et donc on arriverait
à une méthodologie, à un méthodologisme, à mon sens, qui serait de nature inquisitoriale. Alors, ces rapports entre épistémologie et religion, ce sont des épistémologues qui ont travaillé sur ces questions-là, que je reprends aussi à mon compte, notamment Bruno Latour et d'autres. Mais voilà, cette nouvelle religion de la raison, si on peut dire. Et donc, le résultat, c'est que la recherche participative, du moins telle que je l'ai décrite, eh bien, n'est pas une méthode empirique. Et à mon sens, il y a des risques pour la recherche empirique. On risquerait, je pense, alors qu'on est en train de créer un collectif qui commence à prendre de l'ampleur, à une homogénéisation excessive des méthodes. Je pense qu'il y a un risque et des obstacles à la créativité des chercheurs, voilà, pour essayer de faire autre chose que ce que pourrait faire un sociologue classique ou un gestionnaire, par exemple, ou même un économiste. On risquerait d'aboutir à une exclusion d'une partie des chercheurs empiristes, comme à l'époque de la recherche doctrinale, où quand on a voulu introduire d'autres modes d'interprétation textuelle, on commençait à dire qu'il y avait la vraie recherche doctrinale et la recherche doctrinale un peu, voilà quoi, un peu biaisée, quoi. Et donc, à mon sens, il faudrait plutôt penser à un fondement alternatif de l'empirisme méthodologique qui serait la sociologie des sciences, ou encore appelée sociologie de la traduction, bien philosophie des sciences ou de la traduction. Alors, qui est un mouvement qui est notamment lié à la théorie de l'acteur réseau, qui est un mouvement international, mais on a un champion national qui est Bruno Latour. Alors, je tiens à dire voilà, qu'il faut quand même prendre garde dans les écrits sur Latour à la surdétermination du sens qui est parfois donné à ses propos. On l'a critiqué d'être un relativiste, enfin voilà, beaucoup de choses, et à la sursimplification de sa pensée complexe. Moi, je pense que Latour, il est aussi compliqué à comprendre qu'un Deleuze, et que pour le comprendre, il faut vraiment le suivre à la trace, quoi. Et c'est peut-être ce qui fait que sa doctrine, enfin sa pensée n'a pas forcément pu imprégner peut-être l'épistémologie de ce point de vue-là, comme il se devait, à mon sens. Et donc, si on prend ce fondement alternatif, on voit que la science est plutôt synonyme d'incertitude. D'ailleurs, incertitude au pluriel. Elle est à la fois subjective et objective. On voit qu'il y a des liaisons nombreuses avec la politique et la société. On est dans des faits qui sont construits, ou même des faits co-construits en réalité, avec des acteurs justement. On évalue à la fois les faits et les valeurs. Et surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on met en lumière tout le travail de médiation qu'il a fallu pour aboutir au résultat. Et donc, résultat, à mon sens, c'est que si on a ce fondement alternatif, la recherche participative devient une authentique même méthode empirique. Et c'est source d'opportunités, à mon sens, pour la recherche empirique telle qu'elle pourrait ou devrait se développer, avec des méthodes ouvertes, une inclusion, c'est important pour moi l'inclusion en termes de recherche juridique, et une créativité aussi des chercheurs qui, à mon sens, pourrait être garantie. Alors là, je cite voilà, ces deux citations de Bruno Latour et de l'immense, j'ai envie de dire, Isabelle Stengers. La première, finalement, Bruno Latour, de manière assez provocante, nous dit que la police épistémologique, en fait, sous couvert de neutralité axiologique, avance de manière masquée, de manière politiquement masquée. Donc elle endosse aussi, cette police épistémologique, une posture politique, mais sans respecter les contraintes et les limites de la politique, et donc sans respecter les procédures de coordination de la politique. Et ce qui est intéressant chez Stengers, c'est que on voit bien l'enjeu de la recherche participative, qui est en fait de réassembler, mais sans couture, science et société. Et donc, éviter d'avoir deux collecteurs totalement autonomes l'un de l'autre qui se mènent une guerre, en fait, une guerre épistémologique. Et donc, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est des ressources assez importantes pour développer la recherche participative. Donc, voilà une synthèse un peu de ce que pourrait être entre les différences entre l'épistémologie critique et la sociologie des sciences. C'est que dans l'épistémologie critique, on est dans une science faite, le résultat de la recherche, ou telle qu'elle devrait être, donc une science normative, alors que pour la sociologie des sciences, on est plutôt dans une science en action. Le processus de recherche, ou telle qu'elle est, donc une science plutôt descriptive. Dans l'épistémologie critique, on a un grand partage interne, donc une neutralité axiologique entre les faits et les valeurs, la nature et la société, alors que pour la sociologie des sciences, il y a une hybridation des objets. On parle de quasi-objets d'ailleurs, et des sujets. Il y a une disparition aussi du dogme de la binarité, les faits, les valeurs, la nature, les cultures, etc. Et on diversifie les collecteurs et les assembleurs, en réalité, pour faire de la recherche.
Mais à ce grand partage interne, on voit bien dans l'épistémologie critique, eh bien, il se double d'un grand partage externe, une sorte d'anthropologie asymétrique où il y aurait nous les modernes, modernes parce qu'on a la science pour nous et l'épistémologie, qui nous permet de sortir de la caverne, encore une fois, et eux, les prémodernes, qui mélangent tout, les faits, les valeurs, la nature, la culture, et parfois, bon, voilà, on a une espèce d'admiration, notamment en termes d'écologie profonde, en pensant que voilà, ce sont des personnes qui ont tout mélangé. Alors parfois ça séduit, parfois ça fait peur. Alors que plutôt, lorsqu'on est dans la sociologie des sciences, on est dans une anthropologie symétrique. On évalue de la même façon à la fois les faits et les valeurs, nous et eux, j'ai envie de dire. Et surtout, c'est qu'on redistribue l'action entre tous les médiateurs, humains et non humains. Par exemple, si je prends mon projet, l'alimentation, c'est un médiateur non humain. C'est une contrainte, c'est qui a des porte-paroles, j'ai envie de dire, un acteur qui a des porte-paroles, un actant pourrait-on dire plutôt, qui a des porte-paroles, qui sont les producteurs, et qui vont pouvoir venir nous dire, oui, mais si vous allez dans telle direction, nous, il ne sera pas possible de cultiver tel ou tel produit ou de pouvoir vous fournir telle alimentation, par exemple. Dans l'épistémologie critique, on assiste à un travail de réduction et de purification, et donc on invisibilise tout le travail de médiation et de traduction, alors que dans la sociologie des sciences, on met en lumière tout le travail de médiation et de traduction. Et c'est ça la grande différence. Et donc, les réseaux sont de plus en plus longs, les acteurs sont de plus en plus nombreux, et ensuite, les arbitrages peut-être sont de plus en plus complexes. Mais au moins, on ne fait pas l'injustice de mettre de côté des acteurs ou des actants. Dans l'épistémologie critique, on considère les faits comme indiscutables. Alors bon, Bachelard, il a deux conceptions des faits, le donné, le construit, entre guillemets, mais on est plutôt dans les faits indiscutables, matters of fact, ou reconstruits a posteriori par un processus de rationalisation ou de rectification des erreurs, là où dans la sociologie des sciences, on est plutôt dans des faits discutés, matters of concern, et co-construit par mobilisation des mondes. On parle de cosmos ou de cosmopolitique, pour reprendre Isabelle Stengers, pour recomposer un monde commun, ce qu'on peut appeler l'habitus après délibération. Et donc, c'est là où on peut considérer après délibération qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retranche, qu'est-ce qui fait partie de la nature, qu'est-ce que. Voilà. Et enfin, dans l'épistémologie critique, on est dans une science transmise par diffusion, c'est le modèle du diffusionnisme, où demeure en fait la figure du chercheur démiurge, donc Pasteur pour le vaccin contre la rage, Diesel pour l'invention diesel, en invisibilisant tous les acteurs qu'il a fallu mobiliser pour parvenir au résultat. Là où dans la sociologie des sciences, on a plutôt une science transmise par négociation, transformation, par des médiateurs, et c'est plutôt la figure de l'acteur réseau ici. Et c'est très important, très utile, je pense, donc ce fondement des sociologies des sciences, pour la recherche participative et même, j'ai envie de dire, peut-être pour la recherche empirique. Et donc, conséquence, à mon sens, de ce fondement alternatif sur l'activité du chercheur, je pense qu'on aboutit à une démystification de l'activité scientifique. On passe du chercheur idéal imaginaire au chercheur concrètement en action, qui est une réponse aussi au malaise contemporain des chercheurs. Je ne fais plus assez de recherche, je suis obligé d'aller à l'extérieur du laboratoire, chercher des financements, etc. En recherche participative, ça serait, je suis obligé de négocier, d'aller voir les institutions, d'aller voir chacun des participants, etc., etc. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas l'impression de faire de la recherche. Valorisation également de l'activité de recherche dans toutes ses facettes. Et donc, on met fin ici à la distinction épistémologique entre l'internalisme, donc l'activité en laboratoire qui seule compterait, et l'externalisme, l'activité hors laboratoire. On aboutit, à mon sens, dans une recherche empirique authentiquement inclusive, et surtout, on a une créativité du chercheur qui est enfin libérée. Et je pense qu'on devrait, nous, en tant que chercheurs, juristes, empiristes, prendre l'occasion du fait qu'on est venu un peu après les autres pour créer d'autres choses, en tout cas d'autres méthodes, le cas échéant, propres peut-être à notre normativité. Donc voilà, sur cette partie, est-ce que c'est de la recherche empirique? Oui, mais à condition peut-être de ne pas avoir une conception restrictive de l'empirisme méthodologique. Voilà ce que j'ai envie de dire, en fait, tout simplement par là. Donc, voilà la dernière partie ici que j'aimerais aborder avec vous, partager avec vous. Donc, la recherche participative, est-ce qu'elle peut faire évoluer le droit, et en l'occurrence le droit économique alimentaire? Alors, à mon sens, oui, et je prendrai l'illustration d'un dispositif expérimental en cours. Alors, quelques constats issus de recherches parallèles, et notamment sur les circuits courts de distribution, parce que ce dispositif expérimental
a été tiré d'un projet toujours en cours sur les circuits courts de distribution que je mène avec ma collègue de l'INRAE. Et pour quelques constats, hein, il y en a d'autres, hein, mais bon, il y aura un rapport, hein, qui sera réalisé. Il va falloir encore qu'on bosse les données, hein, on a recueilli, bon, on a encore des entretiens, etc. Bon, vous savez, hein, que ça prend du temps, hein, tout ça, le croisement des données, etc. Mais grosso modo, on a quelques constats. On a pu observer une précarité de certains acteurs économiques, producteurs locaux, consommateurs, un éloignement aussi de ces acteurs qui partagent un même territoire périurbain. Quand on prend les Yvelines, ça saute aux yeux, ou bien même l'Essonne. Et une volonté aussi chez certains acteurs d'émancipation, de réforme du système alimentaire. C'était vraiment passionnant de les écouter. Et par contre, un comportement chez d'autres en termes d'homo economicus. L'image de marque, les débouchés économiques, le pouvoir d'achat, sans jugement de valeur, hein, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on a pu identifier. Quelques divergences d'approche aussi. On est parfois dans une logique de la fourche à l'assiette, c'est-à-dire qu'on identifie les besoins du producteur et nous, mangeurs, on s'adapte. C'est un peu le modèle des AMAP. Ou bien une autre approche qui est de l'assiette à la fourche. On identifie les besoins des mangeurs et c'est au producteur de s'adapter. C'est l'un des modèles qui est défendu par le mouvement dit de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, la question intuitive ici qu'on s'est posée, c'est de comment penser un dispositif qui articule, le terme articulation, ça aussi c'est un peu tiré de la sociologie des sciences, qui articule toutes ces propositions qui émergent chez les acteurs économiques. Alors, là, je vous parlais en tant que problématique générale, et puis en plus, je vous parlerai en tant que juriste, hein, ce qui moi, ce que j'ai envie de vérifier. Déjà, une problématique générale, donc par traduction de tous les intérêts, j'y reviendrai, c'est par quels moyens promouvoir et mettre en place une alimentation des étudiants qui soit saine, accessible et durable dans le bassin géographique couvert par l'UVSQ. Avec des problématiques d'ordre juridique, moi qui à la fois théorique et empirique, hein, qui me taraude l'esprit. Hein. Quelle est la place, d'abord, quelle est la place et la fonction du récit dans la production normative du droit alimentaire? J'ai pu le voir dans les entretiens. Ce récit, il est omniprésent. Alors, quelle est sa place? Quelle est sa fonction dans la production donc, normative du droit alimentaire? Comment aussi faire advenir un droit à l'alimentation qui soit effectif? Ça, c'est une deuxième question qui m'interpelle, qui me retient. Quel type aussi, et surtout, quel type et régime de droit économique résulterait d'une sortie partielle du marché concurrentiel, d'une part déterminée des produits alimentaires de première nécessité? Là, c'est le concurrentialiste qui réfléchit. On a un ordre de marché concurrentiel. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut hein, dans cet ordre de marché concurrentiel, mais il y a des interstices. Voilà, quand le seuil de sensibilité n'est pas atteint. Et on peut tester des choses en deçà de ce seuil de sensibilité. On peut tester d'autres modèles. Et donc, moi, c'est quelque chose qui, en termes de contractualisation, en termes de relations économiques, de pratiques commerciales, c'est des choses que j'ai envie de voir, en fait, et de tester. Et enfin, par quel processus transformer des préférences individuelles rationnellement limitées en des préférences collectives partagées dans le choix d'un modèle de droit économique alimentaire. Et donc là aussi, le dispositif, c'est une façon de tester un tel processus. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer. Et donc, là, je me focalise vraiment sur la partie juridique. Ce que je vais dire là n'est pas partagé par toutes et tous, et peut-être qu'ils auraient bien raison. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous montrer ce que j'ai à l'esprit, comment ensuite, par traduction, négociation, on en vient à faire de la recherche empirique qui arrive à concilier tous les intérêts. Alors moi, je me base ici sur une approche plutôt polanyienne du droit économique, et je renvoie pour le détail de la démonstration à mon chapitre d'ouvrage, donc fonction et finalité du droit de la concurrence, dans usage, fonction et finalité du droit, qui a été co-dirigé par Clémentine Legendre et Frédéric Géat. Alors en substance, ce que j'y défends ici, ce que j'essaie de démontrer, si on part du principe qu'il y a des normativités primaires et une normativité juridique secondaire, donc des normativités primaires, économiques, politiques, spirituelles, etc., si on suit la thèse de Polanyi, c'est qu'il y a eu un désencastrement de l'économie marchande des autres grandes économies humaines, la politique, la spiritualité, l'économie sociale, enfin voilà. Donc un désencastrement, puis une autonomisation de l'économie marchande des autres normativités primaires ou aux grandes économies humaines. Et donc cette économie marchande a été transformée de l'intérieur pour devenir une économie de marché, pas n'importe quel marché, mais un marché concurrentiel, qui, dans un deuxième temps, a permis de marchandiser les autres normativités primaires, politiques, spirituelles, sociales, etc.
et qui a conduit, à mon sens, alors Polanyi n'en parle pas, mais je prends sa thèse pour l'appliquer au droit économique, et qui, à mon sens, a conduit à une économisation du droit. Donc, d'ailleurs, on a le courant droit économie, hein, qui est éloquent en soi, qui a permis la création d'un ordre juridique adapté à l'économie de marché concurrentielle par un processus de redoublement que l'on connaît en anthropologie et en sociologie. Et donc, ce redoublement, en l'occurrence, de l'économie de marché concurrentielle par un droit du marché, et donc un droit de la concurrence qui a un impact, hein, bien évidemment, sur l'économie marchande. Alors moi, je défends l'idée que c'est le constat d'un redoublement modéré, en réalité. Si on réfléchit dans le cadre, oui, le droit de la concurrence régule la concurrence, mais si on est hors cadre, ça peut quand même, je pense, être sujet à la critique. Et donc, si on reprend la thèse de Polanyi avec cette triple marchandisation fictive de la terre, de la monnaie, de l'humain, on peut considérer qu'il y a eu un processus de marchandisation fictive de la terre qui a dépossédé d'un côté les agriculteurs de leur outil de production et qui a dépossédé les mangeurs de leur alimentation, qu'on leur a imposé donc, par divers biais, hein, mais qu'on leur a imposé. Et donc, cette marchandisation fictive de la terre, qui est, pour reprendre la terminologie de Polanyi, une économie formelle, qui est le régime actuel, l'ordre de marché concurrentiel. Et donc, dans l'expérimentation, voilà, ce qui m'anime, hein, c'est d'essayer de tester un marché local démocratiquement choisi. Comment donc on arrive à cette démarchandisation partielle de la production et comment est-ce qu'on peut aboutir à un marché qui soit démocratiquement choisi. Et donc, comment est-ce qu'on aboutit, pour reprendre une terminologie de Karl Polanyi, à une économie substantielle avec une réappropriation parmi les agriculteurs de leur outil de production et une réappropriation parmi les mangeurs, eh bien, de leur alimentation. Et l'expérimentation, c'est aussi une façon de répondre au régime actuel de cette coupure épistémologique que j'essaie un peu d'expliquer en amont, entre la science d'un côté et la société de l'autre, et donc avec une société qui essaye d'expliquer socialement la science, donc avec des tentatives parfois fructueuses, parfois qui sont de véritables échecs, mais en tout cas une tentative d'explication sociale de la science, et du côté de la science, une tentative de naturalisation de la société. Et donc l'expérimentation ici, c'est de réassembler la science avec la société. Donc science et société, qui est aussi un courant dans les Science Studies, et donc science et société qui sont ici conjointes dans une même assemblée. Voilà, donc c'est à la fois simple et beaucoup plus complexe en réalité à mettre en œuvre. Mais en tout cas, c'est l'idée ici qui est poursuivie, peut-être pas seulement par moi, mais aussi par les autres acteurs. Et pour y parvenir, en fait, on a mis en place un processus de délibération, de communication démocratique. Et donc, c'est d'essayer de démontrer ici la circularité qu'il peut y avoir entre la démocratie dite alimentaire et la justice dite alimentaire. Et donc, il y a une fonction épistémique à travers ce dispositif qui est de découvrir une raison publique partagée par tous les participants. Et donc, bien évidemment, sans grande surprise, principale ressource théorique, je préfère parler de ressources théoriques que de cadre théorique, bon, pour des raisons là aussi de sociologie des sciences. Donc, principale ressource théorique du processus, donc Habermas et l'immense Iris Marion Young, en tout cas à mon sens, je suis très fan, bon voilà. Donc, ce que l'on garde d'Habermas, bien évidemment, c'est l'éthique ouverte de la discussion, l'approche délibérative de la démocratie, par rapport à notre approche, à nous, constitutionnelle, qui est plutôt agrégative, une conception procédurale de la délibération, voilà, on peut poser toutes les questions qu'il faut, contrairement peut-être à une approche plus substantialiste, qui est notamment défendue par Rawls. Le principe d'espace public, voilà, cet espace, ces agoras, où on délibère sur des questions qui nous intéressent de manière commune. Par contre, on écarte certains éléments de la doctrine d'Habermas, à mon sens du moins. C'est la norme de conversation bourgeoise. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine réticence et méfiance chez Habermas, une méfiance de la rhétorique. Et donc tout le mouvement néo-rhétorique impulsé par Chaim Perelman notamment est mis de côté. Donc le seul logos au détriment du pathos, de l'éthos et surtout des modes de communication différenciés. Donc prenons l'exemple de notre dispositif. Nous, en plaidoirie, on sait bien que la norme, qui est tirée notamment d'une certaine vision de la rhétorique grecque, c'est un peu une norme très masculine en réalité, avec un certain habillement, une certaine élocution et même éloquence.
dans ce qui est euh, dans les plaidoiries. Et donc, ce qui peut être de nature à exclure d'autres modes de communication. On peut penser à des étudiants étrangers, on peut penser à des modes de communication féminines, qui a d'ailleurs fait aussi l'objet d'études empiriques. Et donc, voilà, l'idée, c'était, encore une fois, voilà, d'exclure les nombreux, à mon sens, biais d'exclusion que l'on peut découvrir dans la doctrine d'Habermas. Et aussi de mettre de côté le consensus idéalisé, parce que la délibération, c'est pas que de la discussion, c'est aussi peut-être un peu beaucoup de la dispute. Il y a des conflits, parfois des conflits profonds, qu'il faut faire émerger aussi, qu'il faut peut-être auxquels il faut tenter de répondre pour essayer de faire société notamment. Et enfin, la délimitation de l'espace public. Bon, voilà, chez Habermas, c'est beaucoup les salons bourgeois, etc. Un peu aussi les espaces institutionnalisés. Mais en tout cas, nous, voilà, on est à l'université et on a besoin, voilà, d'être libéré du point de vue du cadre de cet espace public. Et donc, ce qu'on ajoute de Jung, c'est la théorie communicationnelle de la démocratie. Donc, avec cette confiance en la rhétorique de ce point de vue-là, et donc en ces modes de communication différenciés. On prend la différence sociale comme une ressource très importante, je pense, à l'université, avec un public d'étudiants qui est très différent. Les liens entre démocratie et justice sociale, bon, c'est un peu ce que j'ai voulu mettre en exergue dans la slide précédente, la conception ouverte de l'espace public, et enfin la représentation des perspectives sociales. Représentation au sens théorique, bien évidemment, dans l'éthique ouverte de la discussion, penser à tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas présents, mais aussi représentation en termes pratiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démocratie directe, mais plutôt dans une démocratie représentative, avec des représentants étudiants, des associations, etc., qui vont parler au nom, qui vont être les porte-paroles d'étudiants, et donc qui auront une certaine responsabilité de ce point de vue-là. Et donc, on a édicté des principes délibératifs sur la base de ces ressources théoriques. Alors, ressources théoriques, ça, pour vous citer l'essentiel, mais en réalité, il y en a d'autres, notamment pour certains principes. Voilà, je suis beaucoup allé dans les théories féministes de la politique et du droit, qui sont vraiment des ressources exceptionnelles pour penser une délibération qui soit véritablement inclusive. Et enfin, les théories délibératives de la démocratie, et d'ailleurs, je renvoie aussi un article qui va être publié, l'institution de l'Advocatus Diaboli, dans la revue de philosophie du droit, que je vais publier, donc normalement qui va apparaître dans le numéro 5 de la revue. En tout cas, voilà, principe d'égalité des voix, donc la parole de chacun et chacune des participants compte, à la même valeur. Principe de pluralité des voix, donc on représente toutes les perspectives sociales présentes chez les étudiants. Très important, principe de non-domination. Donc, il faut désamorcer, c'est pour ça qu'il faut anticiper, désamorcer tous les biais institutionnalisés et comportementaux de domination d'un groupe de participants sur les autres. Si on prend l'exemple des plaidoiries, ça va de soi. On peut avoir parfois des étudiants dont la parole est d'évangile parce qu'ils s'expriment mieux que les autres. Et donc, on peut sentir certaines gênes chez leurs camarades pour pouvoir s'exprimer librement. Donc, il y a déjà, en réalité, un biais de domination qu'il faut désamorcer. Principe de publicité, donc toutes les opinions, positions doivent être communiquées aux autres participants pour être valables. Donc ça, voilà, ça permet d'avoir des positions qui sont potentiellement universalisables. Et enfin, un principe de contradiction qui est au cœur, je l'ai mis en dernier, mais en fait, il est au cœur du processus, c'est qu'il faut faire advenir la parole adverse pour désamorcer soit la polarisation des positions. Parfois, on en a un peu peur dans l'université, on a peur qu'il se passe un peu qu'on assiste à des choses similaires à ce que l'on peut voir, notamment aux États-Unis. Enfin, voilà. Donc, pour désamorcer la polarisation des positions ou la mise sous silence des divergences. Donc, voilà les principes délibératifs qui servent ici à mener la discussion sur le dispositif et sur ce qui est voulu en termes de dispositif donc de sécurité alimentaire pour les étudiants et par les étudiants. Alors, cette recherche participative, c'est là où ce dont je vais parler, si on est dans une police épistémologique, ce n'est pas de la recherche scientifique, on est hors champ de la recherche scientifique, voire on pollue la recherche scientifique en réalité. Par contre, si on est dans une optique de sociologie des sciences, toutes ces étapes de négociation, de traduction, font partie intégrante de la recherche scientifique et sont même les conditions de possibilité ici de la recherche et plus particulièrement de la recherche participative. Donc, pour vous donner mon exemple, il a fallu, c'est pour ça que ça a pris du temps. Dites-vous, ce projet, ça fait 3 ans que j'y pense, ça fait 2 ans et demi à peu près. Donc, j'y pense. À un moment donné, il y a des élections. Je vois qu'avec les institutions,
la présidence de l'époque, c'était un peu compliqué, voilà, les discussions, etc. Donc, j'ai participé à la co-construction du nouveau projet présidentiel. En gros, j'ai fait de la politique pour contribuer à mettre dans le projet présidentiel deux priorités, la démocratie étudiante et la précarité alimentaire. Ensuite, une fois qu'on a gagné les élections, bah déjà, voilà, cette première étape de fortification, donc de créer une place forte pour le bon déploiement du dispositif, eh bien, on est sur la bonne voie. Créer cette place forte, ça aussi, c'est quelque chose de très important en sociologie des sciences. Donc, présentation du projet dans les différentes commissions, commission recherche, CFVU et même fondation UVSQ, bah, pour fédérer la communauté enseignante, c'est très important, fédérer les représentants étudiants et attirer les mécènes. Attention, bien sûr, en faisant attention au conflit d'intérêts, bien évidemment. Et donc, participation également à la co-construction de l'identité recherche de l'UVSQ, avec le travail superbe qui a été notamment mené par notre vice-présidente Bérangère Shostak. Je fais partie de la CR d'ailleurs aussi, donc j'ai pu y contribuer. Et donc, on a une identité de recherche, désormais, c'est agir pour des mondes habitables. Bah, je ne vous cache pas que ça a fait bingo. Je me suis dit, ah bah, c'est chouette pour mon projet, cette place forte, bah, on commence à y mettre du parpaing, quoi. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il y a vraiment une structure. Et donc, ensuite, bah, rencontre des associations étudiantes dont l'activité est centrée sur l'alimentation, notamment à travers des entretiens semi-directifs. Ensuite, d'autres associations. Rencontre avec les services centraux et notamment les services de la maison de l'étudiant, très important, notamment pour localiser les lieux qui seraient les plus accessibles, etc. Valorisation de l'engagement aussi des étudiants investis dans le projet en termes d'UE. Donc, il y a eu un gros travail administratif qui est aussi mené, et je les en remercie, par nos vice-présidentes CFVU, donc vie étudiante, donc Audrey Aknin et Aurélie Avril, pour créer une UE engagement et avec un volet social. Donc, ce qui permet à tous les étudiants qui vont s'engager bah, de le faire valoir même dans leur évaluation et dans l'obtention de leur licence. En termes de PPEI aussi, nos projets personnels étudiants, en termes également d'UE dans des masters, notamment des masters en gestion, il y a beaucoup d'évaluations par projet. Donc, c'est vraiment un gros boulot. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment, c'est des choses, à mon sens, qui rentrent dans la recherche. Parce que tout ça va permettre de mener la recherche telle que je viens de la décrire précédemment. Ensuite, recherche et obtention, bien évidemment, de financement pour amorcer le projet, parce que bah, voilà, il faut faire venir des intervenants, parfois trouver des lieux à l'extérieur. Bon, bref, ça demande de l'argent, quoi. Contacter les intervenants, les animateurs, le cas échéant, et localiser, là encore, les lieux adaptés pour le bon déroulement du projet. C'est quelque chose qui n'en finit jamais. C'est vraiment très compliqué. Je vais encore refaire du travail de terrain de ce point de vue-là. Et enfin, qui nous permet de démarrer la première phase, donc la première phase qui va démarrer dès septembre 2026, dont je parlerai juste après cette slide, parce que deuxième étape, c'est un travail de composition. C'est bien beau d'avoir une place forte, mais s'il n'y a personne, ça reste une coquille vide. Et donc, en fait, il faut assembler et maintenir un collectif en fédérant les multiples intérêts en jeu. Donc ici, pour le projet, donc on a les producteurs, des distributeurs, notamment des distributeurs spécialisés, qui ont leurs propres intérêts, l'université, les chercheurs, les étudiants, les financeurs, bref, ils ont chacun leurs intérêts. Et en vérité, si vous voyez la souris, ils pourraient chacun faire une ligne droite, hein, voilà, et poursuivre leurs intérêts. Mais nous, c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de Machiavel, hein, c'est pas pour faire le machiavélique, hein, ou le stratège démoniaque, hein, c'est pas du tout le sens, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut essayer de les convaincre en leur disant « et si vous ne faisiez qu'un tout petit détour ?» Et donc, en fait, les convaincre de faire une déviation, finalement, leur faire faire un détour, en rendant le passage par le dispositif expérimental incontournable pour répondre aux divers intérêts. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de traduction de négociation, c'est que moi, voilà, je vous ai parlé de ce qui m'anime, ma propre libido sciendi, en tant que chercheur juriste spécialisé de droit économique, voilà, qui veut essayer de tester ce qu'on pourrait peut-être appeler une approche polanyienne du droit économique. Mais ça, alors bien sûr, j'en parle parce qu'il faut une transparence et ça fait partie de la déontologie du chercheur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne l'impose pas. Ça fait partie de mes intérêts. Peut-être qu'à la fin, ces intérêts-là vont être totalement écartés par ce qui va être décidé par les étudiants. Peut-être que moi aussi, d'ailleurs, je vais changer d'avis. Et c'est tout l'intérêt. Et ce qui est beau dans la recherche empirique, c'est que ça nous fait aussi évoluer dans nos conceptions. Et donc,
trouver un objectif consensuel qui est l'alimentation saine des étudiants, qui permet de fédérer ici eh bien, tous ces intérêts. Et donc, troisième étape, d'instrumentation, qui consiste à mobiliser et à créer les instruments adéquats. L'instrument, c'est tout ce qui est utilisé pour mettre des formes, collecter des informations, les recenser. Donc ça peut être la parole, des bases de données, ça peut être le carnet, voilà, sur lequel on prend en compte nos observations, l'enregistreur, etc. Donc, vous voyez, il y a 5 phases dans ce projet. Première phase donc, qui va débuter en septembre, pour comprendre le système alimentaire, pour que les futurs délibérants puissent comprendre le système alimentaire, avec des séances publiques d'information sur les grands enjeux alimentaires, avec des échanges avec les experts et artistes dans des salles qui vont être très horizontales. Hein. Il n'y aura pas il y aura pas la chaire et de l'autre côté, voilà, l'amphithéâtre. Ce ne sera pas sur le modèle de l'amphithéâtre, ce que je veux dire par là, ou du colloque classique. Donc voilà, avec des experts, des artistes, il y aura notamment des cinéastes, des documentaristes, des essayistes, des dessinateurs, des dessinatrices. Donc ça va être, voilà, ça va être super intéressant, je pense, de ce point de vue-là. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on ait une compréhension globale du système alimentaire. Deuxième phase, c'est l'exploration des systèmes existants, puisqu'on est en sécurité alimentaire, sécurité sociale de l'alimentation. Personnellement, je ne vous le cache pas, ce serait un peu mon vœu. Et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de certains étudiants, certaines associations. Épicerie solidaire, pourquoi pas, ça peut être du self-service si les étudiants veulent le cas échéant travailler avec la grande distribution, sachant que bon, voilà, hein, ça fait partie de ce qui peut être mis sur la table. Troisième phase, une délibération démocratique éclairée sur la base de ces 2 premières phases, en réalité. Donc avec une prise de parole en public, des ateliers d'échange et de prospective juridique créative. Alors ça, on en parlera à Épinal, il y aura notamment Ariane et Armand, hein, on en discutera plus longuement à l'école d'été d'Épinal, donc je mets de côté ici. Mais voilà, pour faire émerger cette parole en réalité. Parce que la prise de parole en public, j'y crois, mais j'ai quand même certaines réserves. Notamment pour ces biais de domination qu'on va essayer de désamorcer, mais ça peut ne pas aboutir. Et donc, les ateliers d'échange et de prospective créative vont permettre de recenser, de collecter des récits qu'on va pouvoir, nous, par un travail scientifique, croiser, notamment à partir un logiciel, NVivo pour certains, ceux qui le connaissent, qui permet de faire des croisements sur ce qui revient, ce qui peut être notamment faire l'objet de convergences, où sont les divergences, etc., pour ensuite le restituer aux délibérants. Donc pour ensuite, enfin, aboutir à la délibération, donc, qui pourra prendre la forme d'un consensus, on le souhaite, mais ça peut être un compromis. S'il y a beaucoup de disputes, on sera dans le compromis, ou bien s'il y a trop de disputes, eh bien on sera dans le vote. Mais en tout cas, on sera passé par ces 2 premières phases. Et enfin, phase 4, conception du dispositif. Selon le dispositif choisi, il y aura peut-être d'autres délibérations. Si on prend la SSA, il va falloir choisir qui sont les bénéficiaires, quels sont les points de vente conventionnés, quels sont les produits qu'on conventionne. Voilà. Est-ce qu'on démarchandise également la monnaie? Est-ce qu'on reste en euros? Est-ce qu'on va plutôt vers une monnaie locale pour sortir? Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très polanien, hein, si on y allait. Mais voilà, donc selon le dispositif choisi, il y aura techniquement une conception du dispositif qui va être différente. Et enfin, phase 5, faisabilité et mise en œuvre du dispositif. C'est là où la création de la place forte elle est importante. Parce qu'en fait, en ayant réussi à fédérer les institutions qui elles-mêmes ont fédéré et vont fédérer encore des collectivités locales, et, des acteurs publics, d'autres acteurs publics, eh bien, on accroît les chances et la faisabilité ici et la mise en œuvre du dispositif. Donc voilà à peu près ces 3 étapes. Peut-être qu'il y aura des évolutions, je ne vous le cache pas, mais c'est tout l'intérêt, c'est tout ce qui est passionnant dans la recherche participative, enfin dans la recherche empirique de manière particulière, enfin de manière générale, et dans la recherche participative de manière générale. Et donc, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre attention avec cette image tirée du manga Silver Spoon, pour ceux qui connaissent, donc d'Hiromu Arakawa. D'ailleurs, on lui doit Full Metal Alchemist. Donc, elle est fille d'agriculteur et elle raconte en fait dans ce manga les aventures d'un étudiant intégrant un lycée agricole. Donc voilà, j'avais envie de terminer sur cette image. Et si vous souhaitez me contacter, je serais très intéressé de discuter avec vous, d'échanger sur vos projets, mes projets, enfin bref, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail, hakim.haj-aissa@uvsq.fr. Je vous remercie de votre attention.